Merci beaucoup. Merci encore, Sophia, d'avoir accepté qu'on fasse ça ensemble avec autant d'enthousiasme que moi, parce que c'est vrai que ça me permet de découvrir ta recherche que je connaissais en fait juste un petit peu de discussion comme ça. Et parce que ça a été l'occasion effectivement de discuter un petit peu plus philosophiquement. Et merci Maxime d'organiser ça. Parce que et d'être aussi toujours aussi accueillant envers les égarés de l'IRFIL qui vivent à Grenoble. Parce que ça permet aussi d'avoir pour moi une vie philosophique ici. Donc j'en suis très reconnaissante. Comme le disait Sophia, nos deux présentations, elles se rejoignent en ce que on va toutes les deux parler un petit peu de la nécessité d'avoir un temps de la réflexion éthique et toutes les deux aussi, et ça se verra aussi dans ma présentation, une réflexion sur le rapport entre l'éthique et un certain nombre d'autres disciplines, d'autres manières d'aborder des questions pratiques, et notamment la politique. Donc j'entrerai directement dans ce que je prévois de faire aujourd'hui. Je vais proposer en fait une présentation rapide un petit peu de la recherche que je fais, des questions que je me pose, de quelques pistes que j'ai. Donc ma recherche qui porte sur l'éthique environnementale, qui est abordée sous un angle interculturel, et je me concentre sur les débats en Amérique du Nord entre philosophes natifs américains, issus de peuples natifs américains, et philosophes non natifs américains, qu'on peut souvent qualifier d'anglo-saxons. Pour que tout ça soit à peu près clair quand même, il faut que je commence par une première partie qui va consister à expliquer pourquoi la crise environnementale, elle fait naître un questionnement d'éthique, que ce questionnement d'éthique, c'est un questionnement d'éthique radicale, et comment est-ce que ce questionnement d'éthique radicale mène à une réflexion éthique interculturelle. D'abord, la crise environnementale donne lieu à un questionnement éthique parce que l'éthique intervient, pour le dire très simplement, quand nos actions causent des dommages à des patients moraux. Et donc l'éthique va chercher à distinguer les actions qui causent des dommages injustifiés et celles qui causent des dommages qui sont acceptables, et chercher donc à interdire évidemment les dommages inacceptables. La crise environnementale rentre exactement dans ce cadre, puisqu'elle est causée par nos actions en tant qu'êtres humains, et puisqu'elle cause des dommages à minima aux êtres humains, comme une surmortalité en période de canicule à Grenoble ou à Lyon. On est logé à la même enseigne. Voire à d'autres êtres qui devraient être considérés comme des patients moraux en fonction de différentes théories, que ce soit des animaux sensibles, des plantes, des écosystèmes. Donc, a priori, là, j'enfonce une porte ouverte. L'éthique devrait réguler nos actions en tant qu'elles participent justement de cette crise environnementale. Ce questionnement d'éthique, et là on enfonce un peu moins des portes ouvertes, devient un questionnement d'éthique radicale, notamment dans la tradition anglo-saxonne de l'éthique environnementale, qui va consister à dire que il ne va pas suffire pour répondre adéquatement à la crise environnementale d'appliquer des éthiques qui existent déjà. Parce que, là encore, c'est très schématique, hein, mais les éthiques classiques dominantes encore aujourd'hui, comme l'utilitarisme ou le kantisme, sont anthropocentriques. Elles considèrent que l'être humain a une valeur intrinsèque, les autres êtres une valeur instrumentale, et donc leur exploitation, au fond, est pleinement permise, voire requise, hein, pour le bien de ceux qui ont une valeur intrinsèque. Évidemment, je simplifie un tout petit peu, notamment pour l'utilitarisme, mais je n'entrerai pas dans ces nuances-là. Finalement, ces éthiques, du point de vue de ce courant de l'éthique environnementale anglo-saxonne, elles seraient d'abord incapables d'énoncer des règles efficaces face à la crise environnementale, des règles qui, si elles sont suivies, minimisent les effets moralement inacceptables de la crise environnementale, parce qu'en fait, elles se limiteraient à restreindre les effets indésirables sur les êtres humains. Et deuxièmement, ces éthiques, si on va plus loin, hein, elles auraient peut-être une part de responsabilité dans l'advenue de la crise environnementale elle-même. Parce que si l'être humain a une valeur intrinsèque et les autres une valeur instrumentale, leur exploitation est permise, ça permet, voire ça requiert moralement la déforestation, la destruction de populations animales, végétales, etc. Donc on a un questionnement qui est vraiment radical au sens où il s'agit de remonter aux racines de la crise environnementale, de chercher en fait pourquoi on en est arrivé là.
Et l'éthique anthropocentrique ferait partie de ces racines, donc il faudrait refondre totalement l'éthique, repenser totalement les valeurs fondamentales, la conception du monde sur laquelle repose notre éthique. Le rôle de la philosophie éthique, donc, dans le contexte de la crise environnementale, ça devient alors, et c'est ça qui la rend un petit peu intéressante, d'interroger ce qui n'est pas interrogé ordinairement, y compris dans un certain nombre de discours qui visent pourtant à répondre à la crise environnementale, typiquement donc cet anthropocentrisme dont je parle. Donc, il faut refondre l'éthique entièrement. Très bien. Comment on s'y prend? Évidemment, c'est pas évident, puisque, comme je disais, il y a une critique radicale des causes de la crise environnementale, une mise en accusation de certains types d'éthique, mais on a une mise en accusation d'énormément d'éléments qui font partie des valeurs ou des représentations des sociétés occidentales, en général, pour le dire très caricaturalement là aussi. On accuse pêle-mêle le christianisme, par exemple. Dieu aurait donné la terre à l'homme pour qu'il l'utilise selon son bon vouloir. La philosophie moderne, qui a ce dualisme humanité-nature. La valorisation de la domination technique. Le capitalisme, etc., etc. On n'en a pas fini dans cette liste. Dans ces conditions, si on remet en cause complètement, non pas seulement l'éthique, mais vraiment des aspects assez fondamentaux de nos représentations courantes de la nature, comment est-ce qu'on va faire cette refonte de l'éthique? C'est-à-dire, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer? C'est ce qui m'amène justement à cette idée de réflexion éthique interculturelle. Il y a plusieurs voies qui ont été proposées pour répondre à cette question que j'ai posée, mais notamment, ça a donné lieu, pour certains, à l'idée que peut-être la réflexion interculturelle offrirait certaines réponses. La crise environnementale est pensée comme la crise d'une certaine conception du monde. C'est une crise mondiale qui appellerait une réflexion éthique à l'échelle mondiale. Donc, finalement, on aurait besoin d'une démarche de réflexion éthique interculturelle. On a des philosophes occidentaux qui examinent des pensées extra-occidentales en quête d'éléments qui soutiendraient une conception alternative de la nature, mieux adaptée aux problèmes auxquels on doit faire face, qui permettrait de penser des devoirs éthiques environnementaux, et éventuellement aussi qui permettrait de créer un consensus mondial autour de valeurs éthiques fondamentales. Parce qu'il ne va pas suffire que chacun fasse son petit truc dans son coin pour qu'on réponde efficacement à la crise environnementale. Donc on a beaucoup d'exemples de ça, notamment un éthicien de l'environnement très connu, Arnès, qui s'est beaucoup intéressé à l'hindouisme. Donc moi, je voudrais tester un petit peu cette méthode. Et on en vient à ma deuxième partie, qui est justement de voir comment cette méthode de discours interculturel a été mise en pratique dans le contexte nord-américain, en éthique environnementale au XXe siècle. Donc dans un premier temps, je vais faire ici, dans cette partie, un état des lieux de la manière dont ce dialogue interculturel a été pensé et pratiqué en Amérique du Nord, pour voir un peu les pistes et les difficultés auxquelles s'est heurté ce dialogue. Dans le contexte nord-américain, forcément, on se dit réflexion interculturelle, on est déjà dans des pays qui sont multiculturels de fait. Donc, on a un regain d'intérêt de la part des Euro-américains pour les pensées, les éthiques environnementales natives américaines. Et on a donc un dialogue entre ces deux types de pensées. Je fais une petite parenthèse ici pour répondre à une question que souvent on me pose, donc peut-être vous l'avez dans la tête à cet instant précis. Il y a énormément de mots qui sont utilisés pour désigner les natifs américains. Indiens, indigènes, autochtones, natifs, Premières Nations, Amérindiens, j'en passe. Parfois, on se demande un peu quel terme est le bon et est-ce qu'il y a des termes qui sont insultants aussi, notamment. En l'occurrence, les premiers intéressés, c'est-à-dire les natifs américains eux-mêmes, utilisent un peu tous ces termes. Il peut y avoir un même auteur qui en utilise plusieurs ou un auteur qui en privilégie un. Mais du coup, vous avez par exemple tout à fait le mot indien qui peut être utilisé par des auteurs natifs américains. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, avant Christophe Colomb, ce sont des groupes qui n'ont pas besoin d'avoir un nom pour se désigner eux tous par opposition à des groupes qui seraient extérieurs. Donc finalement, les groupes occidentaux sont arrivés, leur ont donné un certain nombre de noms, et en fait, les indigènes américains les ont repris parce qu'ils ont eu besoin à partir de ce moment-là de se désigner eux-mêmes. Le mot euro-américain, c'est un mot qui est utilisé pour désigner les Américains d'origine européenne, même si ces origines peuvent être lointaines,
Principalement, c'est un mot que j'ai surtout trouvé sous la plume de philosophes natifs américains, mais bon, je le reprendrai ici. Parfois, on a occidentaux aussi. Cette parenthèse refermée, décrivons un peu ce qui se passe, et ce qui se passe d'abord du côté euro-américain, justement dans cet intérêt pour les pensées natives américaines. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter un tout petit peu plus loin et bien comprendre que depuis l'époque de la découverte, disons, faute de mieux, et de la conquête de l'Amérique, les natifs américains sont présentés par les Européens comme l'autre de l'Europe, c'est-à-dire comme une sorte de miroir. Cet autre de l'Europe est largement pensé comme un autre inférieur, dégradé, primitif, dans énormément de discours, mais, et c'est ce qui va se passer ici, dans des contextes de critique civilisationnelle, c'est-à-dire dans des contextes où les Euro-Américains critiquent leur propre culture, leur propre société, alors l'autre natif américain devient valorisé par contraste. C'est-à-dire si j'aime pas ma propre culture et que eux c'est les autres, bah peut-être les autres c'est mieux. Typiquement, c'est un exemple, il y en a énormément, mais si on critique une société capitaliste, alors brusquement on se dit ah bah les natifs américains, eux, ils ont des sociétés qui n'ont pas de propriété privée, donc ils seraient un modèle alternatif. Dans le contexte de la crise environnementale, il y a un certain nombre d'Euro-Américains qui s'intéressent aux pensées et éthiques natives américaines comme des alternatives possibles à ce cadre de pensée occidentale qui est tenu pour responsable de la crise environnementale. Le cadre dualiste, le cadre qui perçoit la nature comme un réservoir de ressources inertes, etc., etc. Cet intérêt, il a pris deux directions principales. D'abord, ce que j'ai, à force de lire, appelé moi-même, mais ce n'est pas un nom forcément officiel, le débat autour de l'ecological Indian. C'est un débat autour de l'idée que les natifs américains, ils offriraient ce modèle de culture, de pensée, d'éthique écologique à émuler pour les autres populations. Et cette idée, elle vient de sources qui sont largement anthropologiques. Ça date en fait d'il y a assez longtemps. On a deux articles dans les années 30 qui paraissent. Deux articles d'anthropologie. Le premier de MacLeod qui s'intitule Conservation Among Primitive Peoples et le deuxième de Frank Speck qui s'intitule Aboriginal Conservators. Donc l'idée, dans les deux, on a ce concept de conservation. Si vous avez suivi mon accent anglais avec stoïcisme, vous avez peut-être repéré ça. Donc en fait, les natifs américains pratiqueraient la conservation, c'est-à-dire la protection de la nature. À partir des années 60 et suivantes, cette idée-là, elle essaime un peu, elle est reprise, et dans le cadre d'une prise de conscience plus large de la crise environnementale. Et donc, on a un débat qui est vraiment très polarisé, un peu étrange, hein. Les gens se tapent dessus un peu franchement, pour savoir si oui ou non, les natifs américains sont des écologistes du point de vue théorique, c'est-à-dire du point de vue où ils auraient une connaissance du fonctionnement des écosystèmes, et du point de vue pratique, c'est-à-dire au sens où ils auraient des pratiques de protection de l'environnement, éventuellement prenant la forme d'une éthique. La question centrale de tout ce débat, c'est de savoir est-ce que tous les Nord-Américains devraient adopter les pensées et les éthiques environnementales des natifs américains pour réguler leur attitude vis-à-vis de la nature. Pour faire très caricatural, un des éléments centraux des théories pour, c'est que les natifs américains n'auraient pas seulement un rapport de gestion prudentielle vis-à-vis de l'environnement, mais d'emblée un rapport moral à la nature. Ils ne seraient pas juste en train de gérer des ressources pour ne pas être embêtés plus tard, mais ils auraient tout de suite un rapport éthique à la nature parce qu'ils l'aperçoivent comme vivante. C'est ce qu'on trouve dans le concept de terre-mère, notamment, qui est présent dans de nombreuses cultures natives américaines, et parce qu'ils perçoivent les entités naturelles comme des personnes avec qui ils sont en relation. Typiquement, les peuples qui dépendaient économiquement fortement des bisons se pensaient, par exemple, comme des frères des bisons. Les bisons étaient des frères, il y avait un lien familial. C'est ce rapport moral à la nature qui est censé, du coup, manquer par contraste aux Euro-Américains, qui, eux, percevraient la nature comme réservoir inerte, etc., sous les modalités du dualisme humanité-nature. Ça, c'était la première direction que prend cet intérêt. Une deuxième direction qu'on peut observer, c'est un ouvrage dans les années 90 qui s'intitule Pensée de la Terre de John Baird Callicott. Callicott, c'est un éthicien de l'environnement par ailleurs connu et assez établi qui va aussi s'intéresser notamment aux pensées natives américaines. En fait, son objectif,
est extrêmement ambitieux. Il est de formuler une éthique environnementale interculturelle. Le raisonnement de Calicotte, c'est de dire à peu près, la crise environnementale, c'est un problème mondial. Donc, pour y répondre, il va falloir qu'on coordonne l'action à un niveau mondial, qu'on coopère en fait à un niveau mondial. Et donc, pour pouvoir coopérer, on va avoir besoin d'avoir, sur le plan éthique, un certain nombre de valeurs fondamentales communes. Donc, il faudrait un consensus éthique interculturel. Pour être valable, ce consensus, il doit être fondé, selon Calicotte, sur la conception scientifique de la nature. Puisque si on est en contradiction avec ce que l'on sait scientifiquement, alors, a priori, notre éthique ne serait pas la bonne. Particulièrement, il va falloir donc avoir quelque chose qui est cohérent avec les leçons de l'écologie. Pour formuler ce consensus, parce que c'est bien gentil de proposer des philosophies éthiques environnementales mondiales comme ça, mais Calicotte propose vraiment une méthode aussi. Ce qu'il fait, c'est une sorte de tour du monde de différentes pensées. Donc, son livre est organisé un chapitre par continent à peu près pour simplifier. Il examine diverses traditions de pensée du monde, issues de tous les continents, pour faire émerger leur compatibilité avec l'écologie scientifique et avec l'éthique qui en découle, qui pour lui correspond à l'éthique d'Aldo Leopold. Pour faire très rapidement, c'est un forestier du début du XXe siècle qui a publié en 1949 un ouvrage qui est encore aujourd'hui considéré comme fondamental en éthique environnementale nord-américaine. Et Léopold était au croisement donc d'une connaissance scientifique de la nature en tant qu'ingénieur forestier, au courant des premières théories sur les écosystèmes et au croisement de l'éthique, parce qu'il formule bien une éthique. Dans cette démarche, Calicotte étudie notamment les pensées natives américaines, qu'il a aussi étudiées par ailleurs, particulièrement la pensée Ojibwa. Les Ojibwa sont un peuple de la région des Grands Lacs, donc ils sont à cheval sur les actuels États-Unis et Canada. Et il conclut que l'éthique Ojibwa présente l'équivalent du concept d'écosystème, parce qu'elle pense que le monde, qu'il soit naturel, humain, il n'y a pas de séparation, hein. Donc le monde naturel et humain est un ensemble de personnes et de sociétés interdépendantes. Et il considère que l'éthique Ojibwa qui en découle, qui invite donc à un respect des êtres naturels et à un respect des communautés naturelles, serait identique donc à l'éthique de Léopold, serait identique à une éthique qui découle de l'écologie scientifique. Voilà pour cette présentation de ce qui se passe du côté euro-américain, de cet intérêt de différents euro-américains pour les pensées natives américaines. Ce qui est intéressant, c'est que, notamment à partir de la seconde moitié du XXe siècle, les euro-américains parlent un tout petit peu moins dans le désert sur les natifs américains. Parce qu'en fait, pendant assez longtemps, notamment l'anthropologie, parle des natifs américains, mais on a assez peu des natifs américains qui parlent eux-mêmes. Mais ce qui se passe d'intéressant ici, c'est qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle, émerge en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, une génération de philosophes qui vient de peuples natifs américains, comme j'en citerai quelques-uns, Viola Cordova, qui est Apache, Kyle White, qui est Potawatomi, Brian Burkhart, qui est Cherokee, Dennis McPherson, lui c'est au Canada, qui est Ojibwa, Deborah McGregor au Canada également, qui est Anishinaabe. Si je donne ici le nom des peuples auxquels appartiennent ces philosophes, c'est parce que c'est important, ces philosophes eux-mêmes vont dire quand ils parlent à quel peuple ils appartiennent. C'est-à-dire, par exemple, Kyle White, typiquement, aime beaucoup la phrase en tant qu'universitaire Potawatomi, par exemple. Ce qu'on ne trouve pas du tout chez les euro-américains. Cette génération de philosophes, c'est une génération qui est formée dans le système universitaire américain et canadien, donc dans le système universitaire euro-américain, mais qui s'appuient sur les traditions de pensée de leur peuple et se revendiquent de ces traditions de pensée, comme je le disais, notamment en donnant le nom du peuple auquel ils appartiennent, en termes de conception, de thèse, etc. Et les travaux de ces philosophes se caractérisent par une forte attention portée aux questions environnementales, qu'ils et elles étudient depuis leur propre tradition de pensée, et par la rencontre entre des revendications d'autonomie et les revendications environnementales.
par le biais de la volonté d'avoir un contrôle de son rapport à l'environnement. Ce sont des peuples qui ont été du coup privés naturellement de ce contrôle, j'y reviendrai dans un moment. Donc on a bien une réflexion éthique, mais cette réflexion éthique, elle est d'emblée aussi politique. Ces philosophes répondent de manière assez critique à la convocation des pensées et des éthiques de leur peuple par les environnementalistes euro-américains. Je citerai ici 3 critiques, même si il y en aurait plus, mais 3 critiques qui sont centrales pour mon propos ici. La première critique, c'est une critique de la situation de domination épistémique dans laquelle on les place. Dans le débat Ecological Indian, les chercheurs non natifs s'appuient largement sur des sources anthropologiques, où des non natifs interprètent la pensée des natifs pour un public non natif. Ce qui pose problème, donc, les natifs américains ne sont que des informateurs dans ce système. On a des critiques, par exemple, chez Cordova de ce système. Chez Calicotte, on a aussi une hiérarchie épistémique, puisque la pensée Ojibwa, finalement, devient validée par une correspondance qu'on y lie avec la science et par une correspondance que Calicotte y lie avec l'éthique de Léopold. C'est une critique que fait Kyle White notamment, ça revient à refuser l'autonomie épistémique de ces pensées qui, au fond, en fait, sont des pensées qui fonctionnent d'elles-mêmes sans forcément avoir besoin de validation extérieure. Une deuxième critique concerne la persistance de présupposés coloniaux dans ces théories. D'ailleurs, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, quand j'ai dit les natifs américains sont présentés comme l'autre de l'Europe. Finalement, on inverse cette représentation de l'autre en la valorisant alors qu'on l'a dévalorisée auparavant, mais on est toujours un peu dans cette dialectique-là. On voit la persistance de présupposés coloniaux dans la hiérarchie épistémique dont je parlais, mais aussi dans quelque chose qui m'intéresse particulièrement pour ma recherche, c'est une forme de passéisme qui est remarqué notamment par Cordova. Ces débats n'étudient que les natifs américains du passé. Ceux qui sont purs, comme si ceux d'aujourd'hui, c'était plus tout à fait les vrais. Quelque chose qui est très clair chez Calicotte, parce qu'il cherche les sources les plus anciennes pour être les plus proches des vrais Ojibwa, par exemple. Une troisième critique, c'est que ces philosophes rejettent la prémisse qu'il serait nécessaire et possible d'avoir un monisme moral interpersonnel, c'est-à-dire de mettre toutes les personnes d'accord sur une même théorie éthique. Ce serait lié, ce monisme, cette ambition moniste, à une volonté de domination, notamment de cette domination épistémique. On aurait une théorie qui viendrait chapeauter les autres. Critique qu'on trouve, par exemple, dans un article de Esther et d'autres chercheurs contre Calicotte, Esther lui-même étant de la nation Choctaw. Et il n'est pas certain qu'il y ait vraiment cette identité que postule Calicotte entre l'éthique léopoldienne et l'éthique Ojibwa. Ce sont des critiques qu'on a notamment de la part de Kyle White. Voilà donc le débat tel qu'il s'est constitué au XXe siècle et un certain nombre d'écueils auxquels il fait face. Je voudrais venir maintenant, dans une troisième partie, à l'approche d'éthique interculturelle que je tente d'esquisser. Je voudrais voir quelle méthode mettre en place, étant donné ces données que je vous ai données. Oula, elle est affreuse cette phrase. Et quelles pistes on pourrait trouver. Donc, je commencerai par exposer un petit peu ma démarche. Mon hypothèse dans ma recherche, c'est que même s'il y a des lacunes dans l'approche du débat Ecological Indian, il y a énormément de choses discutables. Dans l'approche de Calicotte, critiquer en fait ces approches ne veut pas dire qu'il n'y a pas de philosophie environnementale native américaine digne d'intérêt. Donc mon hypothèse, c'est qu'il y a bien une philosophie environnementale native américaine originale qui ne serait pas réductible à d'autres pensées environnementales qui n'y seraient pas identiques. Une deuxième hypothèse que je formule, c'est qu'il serait nécessaire de prendre en compte cette philosophie environnementale dans le débat environnemental avec un objectif à interroger. Finalement, dans le débat Ecological Indian, on interroge peu l'objectif qui est que finalement, si on étudie les natifs américains, on saura ce que nous, on doit faire. En fait.
Je voudrais interroger aussi cet objectif, notamment en pensant il doit y avoir un objectif de réflexion à une participation politique des populations natives américaines. Finalement, mon hypothèse de travail, mon hypothèse méthodologique, serait que les lacunes des débats précédents que j'ai signalés montreraient la nécessité de repenser la méthode et les objectifs que nous poursuivons dans cette réflexion d'éthique environnementale interculturelle. Étant donné cela, je voudrais repartir des critiques dont j'avais parlé pour formuler certains éléments de ma méthode. D'abord, il y a un soubassement aux trois critiques qui est très clair, c'est qu'on ne peut pas oublier que le débat se place dans un contexte colonial. Et une chose qui est très intéressante, c'est que ce contexte colonial est un petit peu passé sous silence, notamment par Callicott, qui parle peu de ce contexte politique. Je pense que de par les effets de hiérarchie épistémique dont on a parlé, de par la difficulté finalement d'entendre des voix natives américaines, il faut garder en tête ce contexte. La première critique que je formulais tout à l'heure, c'était qu'on a trop peu de paroles natives américaines qui sont étudiées. Souvent, ce sont des paroles natives américaines qui sont médiées plusieurs fois par des non-natifs. Donc moi, je vais essayer, dans ma méthode, de partir de paroles natives américaines elles-mêmes. Une deuxième critique que je formulais tout à l'heure, c'était ces présupposés qui sont omniprésents, donc clairement qu'il faut garder à l'esprit. Et je parlais du présupposé passéiste. Donc je souhaiterais, dans ma recherche, ne pas négliger les sources contemporaines et ne pas avoir ce présupposé assez courant, en fait, que les natifs américains n'existent plus, qu'on trouve très souvent. La troisième critique que je formulais, c'était de dire c'est pas évident qu'il faille quelque chose de moniste, c'est pas évident qu'il y ait une identité entre pensée native américaine et pensée euro-américaine. Donc dans ma méthode, je vais essayer au maximum d'éviter de rabattre l'inconnu sur le connu en présupposant des identités philosophiques. Qu'est-ce que ça veut dire si je le dis positivement, ça veut dire que je vais me concentrer sur le corpus des philosophes natifs américains contemporains. Il est difficile de trouver des sources anciennes fiables. Il y a très peu de sources écrites de personnes natives américaines. Et je vais chercher à comprendre ce corpus autant que possible en lui-même, par une étude comparée des conceptions, des concepts, des thèses qu'on y trouve, mais en essayant de comprendre l'économie interne de ces discours philosophiques. Je voudrais voir si on peut donc faire émerger certains éléments communs. Et de nombre de ces auteurs disent qu'il y a des éléments communs à leurs différentes philosophies. Voilà pour la méthode. Maintenant, je voudrais, dans cette dernière sous-partie, voir comment je la mets en œuvre. C'était une sous-partie qui était vraiment avec beaucoup de présomptions intitulée Résultats, mais en fait, j'ai été obligée de revoir un peu à la baisse mes ambitions pour l'instant. Je voudrais esquisser déjà un petit peu des choses qu'on trouve quand même, malgré tout, en mettant en œuvre cette méthode. D'abord, un premier élément qui émerge, c'est que cette réflexion, elle a lieu dans un certain contexte politique et environnemental. Et j'ai l'hypothèse qu'une des particularités des traditions et des pensées natives américaines contemporaines tient à la situation dont elles émergent, qui est une situation de domination politique, c'est une domination coloniale, et une domination politique qui s'exprime typiquement par la perte de contrôle sur l'environnement, puisque la colonisation visait non pas seulement à utiliser certaines ressources, mais bien à s'emparer des terres. Donc, les natifs américains font face à un désastre environnemental de longue date, depuis le début de la colonisation. Il y a une foule d'exemples de ce désastre environnemental, par exemple l'extinction des bisons, dont étaient extrêmement dépendantes un certain nombre de populations, et l'extinction des bisons a servi d'arme, notamment dans les guerres indiennes, c'est comme ça qu'elles sont appelées, parce que en fait, on se disait, si ces peuples, ils n'ont plus rien à manger, ils seront plus faibles. Il y a aussi des déplacements forcés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la Trail of Tears dans les années 1830, des déplacements forcés à travers, pour certains peuples, quasiment la totalité des États-Unis. On prend leur territoire et on leur dit allez plus à l'ouest, au fur et à mesure que les Européens avancent vers l'ouest.
On a l'introduction d'espèces invasives, on a tout ça qui engendre des pertes des économies traditionnelles. On doit s'adapter à un nouvel environnement, dans un nouvel endroit, ou bien à un environnement qui a changé très radicalement dans l'endroit où on est. Donc on a un désastre environnemental de longue date, et on a aussi une lutte environnementale de longue date pour faire face à ce désastre, une lutte qui est une lutte politique, parfois guerrière, parfois une lutte d'adaptation. Mais donc, on trouve notamment cette thèse chez Kyle White, qui est donc un philosophe Potawatomi, qui, de manière intéressante, Kyle White est un philosophe Potawatomi d'une branche des Potawatomi qui ont été déplacés de leur lieu d'habitation initiale, qui était aussi dans la région des Grands Lacs, donc au nord-est des États-Unis. Ils ont été déplacés dans l'Oklahoma. Si vous avez des notions de géographie américaine, c'est pas la porte à côté. Donc Kyle White a cette thèse effectivement que les natifs américains ne vont pas avoir le même rapport à la crise environnementale. Pour eux, c'est pas une apocalypse à venir, c'est une apocalypse qu'on vit déjà. Et une de mes pistes de travail de ce point de vue serait de chercher quelles sont les conséquences de ce point de vue sur la crise environnementale. Quelles sont les conséquences de ce point de vue sur les pensées environnementales natives américaines, mais aussi sur leur prise en compte dans le débat environnemental et dans la prise de décision publique. Un deuxième élément qui émerge, c'est, je vais faire comme Sophia, je pense que je vais prendre un petit peu plus. Je pense que j'en ai pour, allez, un gros 5 minutes. C'est l'idée qu'il y a une philosophie, notamment une philosophie de l'environnement originale. Mon hypothèse de travail, pour faire émerger un petit peu cette philosophie de l'environnement, c'est que comprendre l'originalité des pensées natives américaines ne requiert pas de chercher un concept unique qui serait peut-être totalement inédit, nouveau, inouï, mais plutôt de contextualiser les concepts dans la pensée dont ils sont issus. Parce que sans cela, sans cette contextualisation, il y a un risque d'erreur, de traduction de certains concepts qu'on a énormément trouvés, par exemple quand les missionnaires ont cherché des équivalents du concept de Dieu, d'esprit, etc., dans les différentes langues qu'ils ont rencontrées. Il y a le concept Apache Luzon qui a été traduit par esprit, alors qu'en fait, a priori, c'est pas vraiment ça. Ensuite, une autre raison de contextualiser ces concepts dans les pensées dont ils sont issus, c'est qu'il n'y a pas nécessairement dans les pensées natives américaines des distinctions conceptuelles qui nous semblent évidentes dans un contexte, disons, occidental. Par exemple, Kyle White ou Deborah McGregor travaillent sur ce qu'on appelle le savoir écologique traditionnel, c'est-à-dire les connaissances de la nature, pour faire très simple, des natifs américains, et ils font remarquer qu'ils ne présentent pas de séparation science, religion, morale, qu'ils présentent des éléments des trois, mais qui ne sont pas des trois pour nous, en fait, en tant que personnes qui avons l'habitude de distinguer ces trois concepts, mais qui ne sont pas du tout distingués substantiellement dans ce savoir. Pour finir, pour dire qu'il faut contextualiser les concepts dans la pensée dont ils sont issus, les philosophes natifs américains le demandent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en général, ils font référence au concept de matrice ou de conception du monde pour dire que ce qui donne sens à un concept, c'est justement la manière dont il s'articule à une certaine conception du monde, à d'autres concepts. C'est quelque chose qu'on trouve par exemple chez Cordova. Donc, je vais essayer de penser les différents concepts que je rencontre comme des nœuds au sein d'un écosystème conceptuel pour voir finalement comment ils fonctionnent. Je propose ici une première esquisse à très grands traits de cet écosystème, en notant tout de même une chose importante, c'est que je m'appuie sur des philosophes qui à la fois présentent leurs pensées personnelles, mais aussi qui décrivent leur tradition de pensée, sans forcément s'en détacher en fait. Donc ce que je dis là, parfois il y aura une ambivalence entre est-ce que c'est ce que un tel pense ou est-ce que c'est leur tradition de pensée de leur peuple. L'ambiguïté est pas forcément soluble. Ce qui m'intéresse, c'est pas encore une fois de voir un élément inouï, mais de chercher à voir un peu le tableau complet. Il me semble nécessaire pour dresser ce tableau de partir de l'ontologie, puisque nombre de philosophes utilisent des éléments d'ontologie pour expliquer leurs attitudes pratiques et éthiques. C'est le cas de Burkhardt, c'est le cas de Cordova. Ils énoncent une ontologie moniste, où tout ce qui est
est une même chose, une même substance, pour le dire dans un vocabulaire de la métaphysique occidentale. Notamment, il n'y a pas de dualisme entre la matière et l'esprit. Et cette substance, elle est vivante. Le monde est vivant, fondamentalement. Le monde est dynamique dans cette ontologie. Le monde est caractérisé par le mouvement et le changement. Il n'y a jamais de stabilité. Une troisième caractéristique de cette ontologie, c'est que c'est une ontologie relationnelle. Les êtres ultimes qui composent la réalité ne sont pas des choses individuelles, ce sont leurs relations. Les êtres ultimes qui composent la réalité, ce ne sont pas des objets, ce sont ce qui fait exister les choses, ce qui fait exister un être vivant, ce sont ses relations avec d'autres êtres. Cette ontologie a certaines conséquences épistémologiques. Ce monde dynamique ne peut jamais être compris une fois pour toutes. On n'a pas d'ambition d'une science absolue, peut-être unifiée, d'une clôture de la science. Mais on a une forme de relativisme au sens où toute vérité est relative à un ancrage spatio-temporel. Une chose est vraie dans les coordonnées spatio-temporelles où elle a été observée. La conséquence, c'est l'idée qu'il y a plusieurs manières valables de comprendre le monde parce qu'on n'a jamais accès à une perspective omni-englobante. On peut avoir plusieurs métaphysiques, on peut avoir plusieurs conceptions du monde. De ce point de vue, je reviens un instant à ce savoir écologique traditionnel qui associe des éléments de connaissance empirique localisés et des éléments de pratique de manière indissociable, notamment des éléments éthiques. En fait, ce savoir, il est produit dans le but de vivre dans un monde dynamique tel que je l'ai décrit, et c'est ce qui explique cet entremêlement de la théorie et de la pratique. Quelles conséquences cela a-t-il pour la représentation de l'environnement? Le monde est vivant et on a une ontologie relationnelle. La conjonction de ces deux éléments ontologiques fait que l'environnement est pensé comme un lieu de relations sociales avec des humains et des non-humains. Typiquement, le concept de kinship, c'est-à-dire de lien de parenté, est énormément utilisé pour désigner ces relations. Et ce système de relations est régi par un système complexe de responsabilité, en un sens, à entendre en un sens particulier. Kyle White, par exemple, explique que pour les Anishinaabe, donc un groupe culturel du nord-est des États-Unis et du sud-est du Canada, l'eau est responsable de nourrir de nombreuses espèces, donc les humains ont une responsabilité vis-à-vis de l'eau. Mais on peut très bien penser la responsabilité d'éléments comme une rivière. Le monde étant dynamique, l'idée de chercher un contrôle de ce monde n'aurait pas de sens. Pour finir, l'ontologie moniste a un certain nombre aussi de conséquences sur la représentation de l'environnement. Si on a une ontologie moniste, alors nous appartenons au monde. Il n'y a pas de distinction humanité-nature, esprit-matière. Cela se double d'un concept omniprésent chez ces philosophes, le concept de sense of place, qui est le sentiment d'être d'un endroit particulier, au sens d'appartenir à cet endroit et d'en émerger, presque comme on dit qu'un château de sable est de sable, en fait. L'association donc de cette conception de l'environnement et de la particularité du savoir traditionnel écologique fait qu'on a un rapport éthique spécifique à la nature, dont les philosophes natifs américains affirment la particularité, avec l'importance du concept de respect, qui ne viendrait pas d'une théorie top-down, on se rejoint là-dessus aussi, qui ne viendrait pas d'une théorie top-down où on a des principes dont on déduit des règles d'action particulières, mais on a un monde dynamique. Donc toute éthique est nécessairement bottom-up, c'est-à-dire on a une attitude face à un monde dynamique d'attention. Et c'est de là que va venir l'attitude éthique et non pas d'une série de règles. J'ai énormément de travail à faire encore sur ce point, notamment sur le point de la particularité affirmée justement de l'éthique environnementale native américaine, de leur rapport à l'éthique. Une dernière chose, c'est que vous avez dû le comprendre maintenant, dernier élément que je voudrais vous dire, c'est que ces philosophes revendiquent une éthique pluraliste. Pourquoi? Parce que ça, c'est une conjonction de la situation politique de domination. Ce sont des personnes qui savent très bien que le monisme
dans leur contexte, ça ne sera jamais la domination de leur pensée, mais la domination de leur pensée par d'autres, en l'occurrence euro-américaines. Et parce qu'on a cette ontologie d'un monde dynamique qui ne permet pas d'avoir un savoir clos, finalement. Donc on a un pluralisme, une valorisation du pluralisme moral, interpersonnel et culturel. Et une demande de reconnaissance des spécificités pratiques et des spécificités des pensées natives américaines. Donc contre l'idée qu'il faudrait chercher à être tous d'accord pour arrêter de se taper dessus. Le désaccord, au contraire, serait quelque chose à repenser et à revaloriser. Cela exige aussi nécessairement une réflexion sur la participation de ces différentes pensées à la décision publique. De ce point de vue, ma piste de recherche est de questionner l'idée que de poser la question plutôt de la participation politique dans ce contexte de pluralité. Autrement dit, comment articuler plusieurs visions du monde, plusieurs éthiques au sein des politiques environnementales dans un contexte qui est celui du settler colonialism, c'est-à-dire d'un colonialisme où on s'installe dans un pays en prenant les terres. C'est la fin. Merci pour votre attention.